Ohio, gozaimasu. Ohio, gozaimasu. Itakimasu. Itterasai. Tadaima. Okaeri nasai. Itakimasu. Itterasai. Tadaima. Okaeri nasai. Ohio, gozaimasu. Ohio, gozaimasu. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le petit stream à la maison du dimanche. Salut Victor, premier arrivé. Comment ça va? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image passe? Est-ce que techniquement on est bon là? Oui, parfait, très bien. On va donner 2 minutes à ceux qui... oui, pas de notif sur Twitch et pas de notif sur Discord non plus. Je pense qu'il y a un problème de droit sur le chat. J'ai dû manipuler un truc qu'il fallait pas. Et je pense que dans Discord, j'ai dû bloquer les droits du bot. Ça doit être ça l'explication. À regarder. Je me pencherai sur ça demain. Donc, ce soir, on essaye de nouvelles activités. On va faire un truc un peu moins rébarbatif, un peu moins scolaire que d'habitude. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, ludique, comme le titre l'annonce. C'est pas la forme finale parce que c'est pas encore intégré au point de chaîne, etc. Mais c'est un premier test pour voir ce que j'arrive à faire. Alors, ce soir, dans la première partie, en fait, j'ai un petit truc à partir de mes recherches. Salut Lady. Donc ce soir, première partie, un petit truc à partir de mes recherches. Ouais, c'est bon. De recherches que j'ai menées récemment à partir, sur un film ce soir. Donc on va voir comment ça se présente. On va passer sur une image, hop, un peu plus habituelle. Et pour commencer, en fait, je vais vous montrer un petit truc et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me suis intéressé à un film qui s'appelle Sayonara, un film avec Marlon Brando, un film de 1957 qui se passe au Japon, d'où mon intérêt, et qui a été filmé sur site, contrairement à beaucoup d'autres films qui étaient en fait filmés dans des studios sur la Californie. Et eh bien, les lieux de tournage ne sont pas vraiment il y a des toutes petites parties sur Tokyo. La partie principale, en fait, c'est sur Osaka et Kyoto. Et donc, je suis allé voir ça. Vive YouTube et les films piratés. Et j'ai tiré quelques copies d'écran. Et je voudrais en parler avec vous. Avec un peu de chance, on aura des gens qui sont venus au Japon aussi. Et qui voudront donner leur avis sur la question. Alors, pour commencer, ça c'est bon normalement. Donc, si je l'affiche... Tadam, ok.
Alors, on va commencer sur ça, voilà. Alors, première chose, c'est que la référence à Osaka, en fait, elle est très courte. C'est juste ça, cette partie-là. L'aéroport qui est à l'intérieur de la ville d'Osaka, l'aéroport de Itami, au départ, c'était une base aérienne américaine. Et donc, cette base américaine est ensuite devenue un aéroport civil. Et quand l'équipe de tournage de ce film est arrivée au Japon en 56, début 57, eh bien, ils ont amené avec eux un truc qui s'appelle désormais des tongs en plastique. Et dans la ville de Itami, c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Et du coup, on m'a raconté, alors j'ai vu à la télévision pour être précis, que les gens de Itami appelaient les tongs des Sayonara, d'après le nom du film en fait qui a importé ça dans le quartier. Depuis que j'ai vu ça à la télé, j'ai pas eu le temps d'aller le vérifier. J'ai jamais vérifié non plus si le bâtiment qu'on voit là existe encore. Mais ça fera partie des recherches. On fera un IRL sur la question. Itami, c'était sur la liste. Et on fera un IRL recherche sur la question là-bas. Voilà. Donc ça, c'est la première petite chose au sujet de ce film. Après, au niveau de Kyoto, ça c'est une rue de Kyoto qui vraisemblablement a été tournée sur site, probablement animée plus que normal forcément pour le film, mais c'est une rue de Kyoto. Et l'intérêt que j'ai maintenant, c'est qu'en fait ici on voit plus ou moins le nom de la Shotengai derrière. Et c'est une Shotengai en fait c'est une rue commerçante qui est devenue une Shotengai et que je connais, que je fréquente régulièrement. Donc c'est très amusant pour moi de voir du coup grâce à ça l'évolution du quartier. Dans la mesure où ça me semble crédible, voilà. Les bâtiments ont changé, mais l'orientation des rues, le nom, etc. est tout à fait réaliste. Donc voilà, je suis assez confiant sur le fait que c'est vraiment été tourné sur place. Et entre autres, ce qu'on voit là, le pont en pierre qui est derrière les trois mecs, là, derrière les trois teinturiers. C'est un pont assez connu, qui est un pont important sur la fin d'un pèlerinage, et qui est encore en l'état actuellement. On peut le traverser, c'est un lieu de visite en fait, ça fait partie des choses de visite. Donc voir ça, comment c'était à l'époque, même si c'est forcément mis en scène de manière différente de ce que c'était véritablement. Je suis pas sûr qu'il y avait des teinturiers ou des mecs là qui travaillaient dans l'eau. J'ai un doute que ça se soit passé là. Mais voilà, ça permet de voir une certaine évolution du quartier. Entre autres, je sais que l'usine qu'on voit là, eh ben, elle a existé. J'ai des photos plus anciennes qui montrent que là, il y avait une grosse usine pharmaceutique à une époque. Donc voilà, j'ai des informations qui corroborent sur la question. Donc voilà, je vais me balader avec ces photos-là parce que ça me donne beaucoup d'infos. Là, avec le contre-champ, ça rajoute à la crédibilité du fait que ce soit possiblement un vrai tournage sur lieu. Donc ça montre que ça me rend assez confiant. Je crois qu'il y en a une autre, voilà. Après ici, on a... là, c'est 1956-1957. Le film a été officiellement sorti en 57, donc je pense que ça a été tourné assez tôt avant, donc 56, je dirais. L'histoire est intéressante. Après, il faut arriver à supporter le jeu de Marlon Brando. Mais au niveau du
de l'histoire, c'est une histoire qui est assez crédible et qui est intéressante. C'est triste, mais c'est intéressant. On voit l'ambiance. Là, on est donc pendant la guerre de Corée. Ça parle de la guerre de Corée. Et on voit l'ambiance anti-américain qui est assez forte à l'époque, et ce genre de choses. Voilà, cette scène me paraît tourner sur place et non pas sur le truc. Et on voit qu'en fait, à l'époque actuelle, ça fait très bucolique. Il y a des arbres le long, etc. Et en fait, c'est un aménagement moderne. Techniquement, au moins à l'époque Meiji et pendant l'époque Showa, ça a été en fait un site industriel plus qu'autre chose, alors que maintenant c'est quasiment un site de balade bucolique. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé ces images-là pour vraiment contraster avec ce qu'on voit et ce qu'on nous raconte aussi sur le truc. On est à la limite de la petite légende, genre le chemin des philosophes, quoi. Et en fait, non. Ou alors c'était il y a très longtemps, parce que dans l'époque semi-moderne, c'était vraiment de l'industriel, quoi. Il y avait de la teinturerie, il y avait du machin, voilà, c'est bon. C'est bizarre. Donc voilà, j'ai récupéré ça, je suis content de ça, oui, ça aussi, que je fasse le tour, non ça pas tout de suite, ça c'est autre chose, donc après, si là la dernière photo c'est ça, là le pont, la rue qui continue derrière, ça existe encore maintenant, donc là la comparaison est assez facile à faire, donc ça aussi c'est exploitable, on pourra bien voir les changements. Donc, sachant que quand je fais les visites avec les clients, j'ai au minimum mon iPhone, voire ma phablette. Et donc, je montre les lieux vraiment. Quand on est dessus, je montre la photo pour qu'on puisse discuter des choses. C'est une des approches que j'utilise. Ensuite, au-delà de ça, on a celle-ci. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ce bâtiment, ces décorations, enfin surtout le bâtiment là, qu'est-ce que c'est à votre avis? Est-ce que vous auriez une idée? C'est peut-être un bâtiment que vous avez déjà vu en photo si vous vous êtes intéressé aux visites de Kyoto. Ambassade, non, pas du tout. Non, c'est l'école et salle de spectacle des geishas de Gyeonkobu. Donc un des 5 quartiers de geisha de Kyoto. Là-dedans, on a école. Les Maiko suivent leur formation. Et puis sur la droite, derrière le personnage, là, on a Non, ça doit être YT le mot, Victor. Et donc, là, derrière la pancarte de la fille en kimono, qui est juste, non, là, ok, au bord. Là, derrière, vous avez la salle de spectacle dont on voit le toit. Et donc, ce bâtiment-là, eh ben, il existe encore maintenant. Dans un état plus délabré, mais ce bâtiment existe encore. Donc, montrer comment il était à une époque où il y avait encore pas mal d'argent dans le système, et voir la configuration actuelle, c'est assez intéressant là encore. Je suis content d'avoir trouvé cette photo-là. J'avais jamais croisé de photo couleur en plus du bâtiment d'une époque plus ancienne que vraiment les années 2000. Donc je suis très content. Ça non, ça c'est la même chose, on voit un peu mieux. Ouais, on voit que le setting, là, l'îlot de verdure ici, il est toujours là. Enfin, on voit que la disposition n'a pas changé. Ensuite, il y a aussi ça dans le truc. Ça, c'est un site que je visite régulièrement, je pense. Je pense que c'est le Miyoji. Le Miyoshinji, pardon. Le Miyoshinji. Je suis en train de vérifier avec les collègues pour voir si on arrive à corroborer les uns les autres. Mais à vue de nez, c'est un temple qu'on visite souvent qui est le Miyoshinji. Toujours très calme, qui a gardé une ambiance très à l'ancienne, isolé au milieu de la ville. C'est un lieu assez cool à visiter. Donc je suis content d'avoir une forme un peu ancienne
de ce site-là. Après, non, c'est pas là que je veux aller, c'est là. Alors ici, on a une scène intéressante du film dont je veux parler. On a deux personnages, donc Marlon Brando et puis son pote militaire, qui partent suite aux aventures de la vie dans le film. Ils partent un peu, comment dire, aller saisir l'esprit du Japon. Voilà, ils cherchent une sorte de visite spirituelle, quoi. Donc les deux sont dans la même Jeep. Ils vont sur un site. Marlon Brando descend de la voiture et descend là, sur ce site-là. Donc là, c'est Marlon Brando, le perso au milieu. Et il est devant deux rochers qui sont connectés par une corde. Et le site existe encore maintenant, donc c'est intéressant de voir comment ce site-là aussi a évolué. C'est à comparer. Et puis, ça met une sérieuse claque de voir l'évolution en 60 ans. Oui, oui. Et donc là, en fait, il est en train de causer avec son pote qui gueule, parce qu'ils sont à quelques mètres quand même, mais ils sont bel et bien sur le même site. Et quand on prend le contre-champ de cette conversation, son pote, il est dans ce setting-là. D'accord? Donc ça, c'est le contre-champ de la scène. On a Marlon là, et quelques mètres en arrière, on a ce mec-là sur sa Jeep, devant un pont et une rivière qui arrive. D'accord? Et là, en fait, je vais simplement vous poser une question et je vais tester mon nouveau jouet. Donc, c'est en fait, est-ce que vous pensez que la scène est véritablement tournée au même endroit? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous croyez au truc? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'un peu fishy, une petite ou une grosse escroquerie? Quel est votre feeling au sujet de cette scène? Peut-être que sur une autre édition, je mettrai la vidéo carrément entière pour que vous puissiez décider. Aujourd'hui, on va se mettre simplement sur les photos. Alors, je lance le sondage. Oups, si oui, remarque qu'il peut apparaître là aussi, comme ça on voit là. Pendant que le sondage se lance et que j'espère que vous pouvez répondre, je peux essayer de faire un effort pour vous montrer, pour alterner les deux, pour vous aider à vous faire une idée. Agrandis un peu la fenêtre de sondage. Oui, ça doit pouvoir se faire. Chop. Ouais, on va même se la taper, on va la mettre directement au milieu du bordel. Hop. Voilà. Ça, on peut pas la louper. Je devrais lire, ok. Les propositions, c'est donc, oui, j'ai déjà visité ce site et c'est exactement ça. Ça, c'est 1. Tapez 2 pour, oui, je ne connais pas, mais la géologie correspond bien. 3. Non, je trouve que la géologie ne correspond pas. Et 4. Non, je connais les deux sites et c'est du n'importe quoi. Ceux qui sont sur téléphone ont peut-être du mal à lire, tu as raison. Donc en fait, il faut vraiment que je le fasse très très gros ce truc-là. Les sondages qui sortent dans le chat, c'est mieux que cette techno-là. À noter. Chaud. Ouais, du coup, je vous le mets en énorme. Voilà.
Donc, oui, j'ai déjà visité ce site et c'est exactement ça, numéro 1. Numéro 2, oui, je connais pas, mais la géologie correspond bien. 3, non, je trouve que la géologie ne correspond pas. Et 4, non, je connais les deux sites et c'est du n'importe quoi. Ok, bon. Hop, c'est resté actif 3 minutes. On va s'arrêter là pour ce premier. Si Lady était encore online, elle aurait déjà répondu. Donc, elle participera. Elle participera à un prochain. J'ai plusieurs trucs aujourd'hui. Ah mais choisis juste une réponse si t'es là, Lady. Le but, c'est aussi de tester, machin. Donc vas-y, tente ta chance. Hein. T'as une chance sur 4 de gagner. 3, ok. Donc tous les deux, vous dites non, je trouve que la géologie ne correspond pas. Ok. C'est bon, donc... Après, l'éclairage, ça peut être aussi un problème d'heure pour le tournage. Hein. Alors, je finis le pôle. Tadam. Et donc, 100%, je ne trouve que la géologie ne correspond pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va virer ça. On va aussi virer ça. Et à la place, on va virer... On va mettre ça. C'est ici. Tadam. On va faire joujou un petit peu avec Google Maps. Et là, je vais taper un petit mot. Hop, IC Amillé. Et puis, oh, là, on voit un petit site, un truc. Et on va aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant dans ce coin-là. Le petit bonhomme, il peut se mettre où? Oh, le petit bonhomme, il peut se mettre là, on va le mettre là. Et... Hop, si on se décale un petit peu ici... Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces deux petits rochers? Tadam. Donc photo prise dans les années 2000, hein, c'est Google, donc ça doit avoir 1 ou 2 ans. Vous avez gagné tous les deux, oui. La réponse 4 était un peu plus vraie. Enfin oui, dans la mesure où vous y êtes pas allé, oui, c'est 3 la meilleure. Ouais. Vous voyez que la configuration n'a pas vraiment changé. On a le petit ollie sur le grand, on l'avait déjà sur la photo de Marlon Brando. On a toujours la corde qui est renouvelée régulièrement entre les deux trucs. Voilà, le site a été un peu aménagé visiblement parce qu'on est un petit peu plus proche maintenant. Mais voilà. Donc ce site-là est à Millet. Donc ça s'appelle IC. Recommandation pour les visites. C'est un endroit où il faut passer. Et donc le site de IC à Millet, eh ben il est là. Il est sur le bout, vous voyez, sur le bout de la presqu'île entre Nagoya et Osaka. Site très important dans le Shinto. C'est un site majeur, un des 2 sites majeurs, on peut dire, en gros. Alors en fait, vous dites que vous avez gagné, mais l'autre lieu, est-ce que vous savez où c'est en fait? Ça se trouve, je vais chercher le 2e lieu, et puis on va s'apercevoir que c'est le même endroit. En fait, vous savez pas que vous avez gagné encore. J'ai vendu la mèche, mais techniquement, vous ne le savez pas encore. Le 2e site que je vais chercher, c'est un site dont vous avez déjà entendu parler, je pense. Et on va chercher Arashiyama, le lieu qui est connu pour la forêt de bambou. Je vais dézoomer un peu. Et puis, je vais regarder ce que je peux faire avec le petit bonhomme. Et quel serait le meilleur endroit pour mettre le petit bonhomme? On va essayer de mettre le petit bonhomme ici. On ne voit pas suffisamment. Ok, non, il faut que je cherche autre chose. Il faut que je cherche un truc plus intéressant. Alors on va essayer là. Hop. Un petit peu plus par là.
Allez, un petit coup de plus. Là. Et là, au fond, qu'est-ce que vous voyez? Tadam! Le pont de tout à l'heure. Alors là, la rivière a été beaucoup plus réaménagée. Surtout depuis 2018, où ils ont eu une énorme crue. Voilà, en 2018, il me semble. C'est 2018 où il y a eu une grosse crue et qui a vraiment fait beaucoup de dégâts. Et donc derrière, ils ont fait beaucoup de modifications sur les berges et le cours. Donc voilà. Le pont, en fait, n'est plus le même qu'à l'époque. Celui qu'on voit sur le film, visiblement, est en bois, alors que celui-là a été refait en béton. Non, c'est pas ça que je veux. Je vous remets. Je retire ça. Je mets ça. Je ramène là. Ils ont gardé le même design, mais à vue de nez, ils ont quand même refait le pont de bois à béton dans les 60 ans. J'ai quelque part ici, non c'est pas là, là on le voit un petit peu mieux ici. Là on peut reconnaître un petit peu la rive. On voit que la rive était déjà travaillée un peu comme maintenant, hein, en cailloux bétonnés. Mais le pont a l'air de pas être béton en fait. La forme a l'air légèrement différente. Donc voilà, on est sur un dialogue qui se fait à des centaines de kilomètres. Les mecs, voilà, ils sont très doués les ricains. Marlon Brando, il est très très fort parce que 3 enjambées, ça lui fait 100 bornes. Non, 300 bornes en fait. Si, 3 enjambées, 300 bornes, donc une enjambée 100 bornes, le camarade. C'est assez formidable. On va se rapprocher peut-être pour... Voilà. Ça a dû être tourné, ouais, je pense environ par là, je pense. Là, au niveau de ce monument là, ça a dû être tourné, je pense. Voilà. Télépathie et botte de 7 lieues. Oui, ou voix de mégaphone aussi, va savoir. Et voilà. Donc je suis content, j'ai trouvé d'une de quoi rigoler au sujet d'un film américain. Et de 2, j'ai trouvé une photo ancienne du pont. Et donc voilà. C'est moi où on voit les restes de l'ancien pont. Oui, c'est fort probable que ce soit des supports qui avaient été ajoutés pour consolider le pont précédent. Voilà. Il y a des restes d'un pont précédent, oui. Et donc il devait être légèrement incurvé le truc à l'origine. Tout n'est pas très clair, mais ouais, il y a des restes. Voilà. Donc voilà le petit truc sur le film donc dont je voulais vous parler aujourd'hui. Après ça, comme autre sujet, alors ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Également dans un autre film. Ah ouais, des ponts de Eiffel, c'est dommage qu'ils soient pas entretenus, hein. Mais il y a peut-être plus personne qui est capable de faire aussi bien en fait. Ils seraient obligés de tout refaire au béton et ce genre de choses. C'est de l'ordre du possible. La ferronnerie en fait, elle est plus aussi bonne qu'auparavant. On s'emmerde plus à faire ça. On fait confiance qu'au béton maintenant. Donc, alors ici, c'est un film déjà dont le titre je l'adore, le deuxième film. Juste l'année d'après, 1958, c'est un film avec John Wayne. Et le film s'appelle The Barbarian and the Geisha. Le barbare et la geisha. Tout ça pour ne pas avoir à passer de l'antirouille pendant 20 ans, bah oui, forcément. Donc là aussi, je vous recommande ce film de John Wayne, Le barbare et la geisha. J'ai pas pu le regarder en entier, mais j'ai vu des morceaux longs.
Et c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire du premier ambassadeur américain au Japon. Donc il y a des choses intéressantes dedans. John Wayne, pour ma part, je le trouve plus agréable à regarder que Marlon Brando, et puis plus facile à écouter aussi. Parce que Marlon Brando, sa prononciation, c'est spécial. Du point de vue historique, il y a un seul truc qui soit basé à Kyoto. En fait, ça vient de la bande-annonce du film. Et c'est cette cloche. C'est la cloche du Tionin. Et c'est une cloche qui est connue, qu'on voit sonner principalement au moment du Nouvel An. Vous avez des moines qui la font sonner à minuit au Nouvel An. Il y a beaucoup de monde qui se met devant. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous voulez que je tente le coup de vous montrer une vidéo récente de la cloche sonnée par les moines? Est-ce que ça vous tenterait? Ouais, ça tente. Alors, pourquoi pas? On va tenter ça tout de suite. Je lance YouTube. Je vais le partager avec vous pour que je fasse pas des trucs et vous vous fassiez chier. Donc je veux vous montrer ça. Ok, voilà. Là on est dans YouTube et on va faire un New Year Tion-in Bell. Voilà. Regardez, hop, on tombe dessus direct. Je vais vous mettre le son. Vous avez vu le mec au milieu, la façon dont il gère le gong? C'est lui le sonneur. Si on attend un peu pour voir leur tour. Il va sonner une deuxième fois, je pense. Les autres entretiennent la balance et c'est lui en fait qui fait le sonneur, c'est lui qui décide quand ça part. Là. Et là. Voilà. Donc voici donc ça c'est 2014, d'accord. Et j'ai donc récupéré dans le film donc une image de 57, je pense, 58, 56, 57. Il est possible que le film de John Wayne ait été shooté à peu près au même moment. Peut-être qu'ils ont profité des équipes présentes pour faire le truc. C'est de l'ordre du possible. C'est sur quoi déjà que j'ai ça c'est sur XN. Ok, donc il faut que je cache ça. Et voilà. Donc voilà ce qu'on voit dans le film. Je pense qu'on reconnaît bien la cloche. C'est le seul plan. Après ça, il doit y avoir des plans sur Yokohama, Tokyo. Mais c'est moins ma spécialité parce que je ne peux pas comparer à l'existant actuel. Voilà. Donc ça, c'était mon petit délire film de ce soir. Et voilà. Alors maintenant, je vous propose simplement de parler Japon avec une ou deux anecdotes, quelques réflexions et puis quelques questions. Vu que mon système de questions fonctionne, on va le tester un peu plus en avant. D'abord, petit sujet de discussion. Ici,
C'est horrible ces coins gris. Si j'arrivais à faire... Voilà, ça c'est mieux comme ça. Hein. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ces petits taulis que l'on trouve en bas de certains bâtiments ou de certaines choses, on va dire, au Japon? Pourquoi est-ce qu'on a des taulis comme ça à fleur de sol? Essayez d'imaginer. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme explication? Est-ce que vous savez à quoi sert un taulis habituellement? Et à votre avis, est-ce qu'il est dans son usage habituel ou pas là? Non pour l'usage. Alors, le taulis, c'est en fait un portail mystique qui définit un sanctuaire. D'accord. En fait, les lieux Shinto sont un sanctuaire, sont un espace qui souvent contient de la nature et qui est donc protégé mystiquement. Et le seul moyen d'entrer mystiquement, c'est à travers un taulis. Et donc le taulis, en fait, va repousser les mauvais esprits, les démons et ce genre de choses. Les taulis sont donc un type d'objet qui peut être payé par des donataires, en donation, dans un sanctuaire. D'accord. Donc ce qui est très connu, c'est le site de Fushimi Inari, où on a 10 000 taulis sur le site, de toute taille, de taille comme on voit sur la photo là, cette taille-là, jusqu'à taille maximum. Et donc c'est pas le même prix. Il me semble qu'un grand taulis, c'était combien déjà? Ça traînait à 1 million de yens, je crois. Donc 10 000 euros pour le plus gros taulis vendable. Et les plus petits doivent commencer à 1000 yens. Voilà. Donc c'est une porte mystique. Okay, devant un sanctuaire, pour entrer dans un sanctuaire. Derrière, souvent, vous avez toujours un hôtel. Donc, tu te demandes si ce serait le taulis du pauvre. Mais le problème, c'est que du coup, ce serait quoi? Tu penses que le lieu sacré, il serait derrière la rambarde, là? Tu penses que ça définirait un lieu sacré qui serait les plantes et les arbres qu'on a juste derrière? Sinon, un taulis pour les animaux, mais des animaux... si tu penses ça, ça voudrait dire qu'il y a des animaux qui passent sous le taulis. Mais quel animal peut passer ce serait un taulis à souris. Ma voix est partie là. Un taulis à souris. Mais les souris sont religieuses, à ton avis? Elles en ont rien à branler du truc quand même, les souris. Sachant qu'en plus, les souris, dans certains sites, on va avoir un protecteur de la divinité qui est spécifique à la chasse aux souris, à savoir les renards. Déjà que les humains, c'est bizarre quand ils sont religieux, oui. Donc chez Inali, par exemple, pourquoi l'animal de protection, c'est le renard? Parce que le renard s'attaque aux souris, protège les rouleaux de sutra et le riz des souris qui viennent les bouffer. Donc les souris, non, on les aime pas, donc on va pas leur foutre des taulis pour qu'elles passent en dessous, ça marcherait pas, non. Lady, est-ce que tu aurais une idée? Juste un truc, n'importe quoi qui te passe par la tête, n'hésite pas, il faut tenter. Point de vue de l'interprétation, là, c'est 0 sur les... Comment dire? C'est une réponse à 0% pour le moment de Victor. On n'a aucune considération de cet ordre-là sur ces choses-là. Donc c'est pas du tout dans ce sens-là. Donc Lady, tu peux vraiment imaginer ce que tu veux. Là, voilà, tout le monde est à égalité devant ça. Je l'ai expliqué sur le live de Amel, il me semble, récemment. Soit Amel, soit Prissy Kiwi, mais je crois que c'était Amel.
Les mariés pour les grands. Ouais, non. C'est pas mal pensé, c'est une bonne idée, mais pas du tout. C'est un truc extrêmement trivial en fait. Ce toli, c'est tous ces tolis qui sont sur ce genre d'endroit, des pieds de piliers, des coins de maison, etc. C'est simplement pour éviter. Si Croz en a parlé aussi, et c'est ah oui, chez lui aussi, je l'ai expliqué. Voilà, je l'ai expliqué partout. Et donc, en fait, ces petits taulis, c'est pour éviter que les gens pissent à cet endroit-là. Donc, deux catégories. Les gens qui promènent leurs chiens, qui ne laissent pas leurs chiens pisser sur le truc parce qu'ils voient le taulis. Et les salaryman bourrés, surtout du vendredi soir, qui, sentant leur vessie sur le point d'exploser, ont besoin de de lâcher les os. Et on espère qu'à travers les brumes d'alcool, eh ben, ils ne se laisseront pas aller à ce genre de choses, à cet endroit-là. Donc c'est toujours des endroits, oui, qui sont plus ou moins propices au lâchage de vessie. Plutôt dans la pensée japonaise. En tant qu'Européen, on va se dire, ouais, quand même, moi, même si j'avais envie de pisser, je pisserais pas là, quoi. On chercherait d'autres spots. Mais bon, j'ai constaté au fil des ans qu'en effet, ces lieux-là sont vraiment. Oui, oui, c'est. Voilà. Un mec bourré penserait à se vider la vessie à ce genre d'endroit. Donc voilà, on espère qu'à travers les brumes d'alcool du salaryman, eh bien, il évitera de se laisser aller à cet endroit-là. Donc c'est souvent dans des quartiers fréquentés la nuit, forcément, qu'on va trouver ça. Il y en a même sur certaines maisons de geisha à Gyeonkobu. Donc voilà, c'est ça le petit secret des petits tolis que vous pouvez trouver un peu n'importe où et qui semblent être sans raison. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre Attendez, pour éviter de faire des bêtises, je vous cache le truc. Ouais, j'ai ça et ça. Ok, donc c'est un autre sujet, donc on y reviendra tout à l'heure. On va on va aller sur des petits quiz que j'ai préparés. Voilà, pour varier un petit peu. Donc, le questionnaire apparaît là et on va renouveler le truc. Alors, hop, comment fais-je pour renouveler? Voilà. Alors, j'ai préparé différents sujets. Et puis, on va en discuter. Hop, pour le moment, donc, on a le résultat de l'autre. English or French only, please. Oh là là, mais j'en parle des langues, dis donc, pour demander de parler que dans deux. Vive Google Trad. Cool. Merci Victor. Alors, voyons. Question suivante. Sujet complètement différent. J'ai mis du random, j'ai fait vraiment dans tous les coins. Hein. Alors, deuxième question. Oh là, petit problème de taille. Je remets ça. Attendez. On va. Voilà. Là, on y est. Alors, pourquoi à Osaka, on se met à droite dans l'escalator? Tout le Japon se met à gauche, sauf Osaka qui se met à droite. Différentes possibilités. 1. Parce que les gens d'Osaka sont fous. 2. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers à Osaka. 3. Parce qu'il n'y avait pas de samouraïs à Osaka. 4. Parce que les gens d'Osaka voulaient s'opposer à ceux de Tokyo. 5. Parce qu'Osaka a accueilli l'exposition universelle de 1970.
Et 6, parce qu'Osaka a reçu l'exposition florale universelle en 1990. C'est pas la même raison à Tokyo qu'à Osaka, en fait. Deux et 5 sont liés. Il y a beaucoup d'étrangers à Osaka. Et parce qu'Osaka a accueilli l'exposition universelle de 1970. 2 et 5 sont liés. Quand même, là, la 2, c'est maintenant il y a beaucoup d'étrangers. Et 5, ce serait lié à l'événement en lui-même. Ah, dommage Victor, mais c'est une seule réponse. Et comme tu as tapé 2-5, ça a pris 2. Désolé. Mais on reviendra sur... Donc tu aurais choisi 4. On retient que tu aurais choisi 4 si le système n'était pas un petit peu relou. Alors, je vais éteindre le poll. Hop, à moins qu'on ait des lurkers qui veulent s'exprimer. Allez, je laisse tourner encore 20 secondes. Pour voir. Les lurkers, allez-y, n'hésitez pas. Ça doit fonctionner même avec les anonymes, donc si vous avez le chat, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, on va arrêter là. Donc, nous avons ici un 50-50, mais en fait, ça aurait dû être un 100% parce que les gens d'Osaka voulaient s'opposer à ceux de Tokyo. Eh bien non. Ce n'est pas ça. Ça m'a rendu fou à Tokyo d'ailleurs, un coup à gauche, un coup à droite. Ah. Ouais, le coup à droite, c'est pas normal. Ça devrait être toujours à gauche à Tokyo. C'est les étrangers en fait qui mettent à droite. Et si tu t'es dit mais il y a des asiatiques qui sont à droite, ça devait être à cause des Chinois, Taïwanais, ce genre de choses. Donc Osaka est officiellement la seule ville où c'est en effet organisé pour marcher à droite, même si on a maintenant des changements architecturaux qui s'alignent sur le reste du Japon. On est en train de perdre notre héritage. Et c'est un héritage qui est très précisément daté. Parce que c'est une décision qui a été prise officiellement par les institutions d'Osaka en 1970. C'est à l'occasion de l'exposition universelle de 70 qu'on a introduit les escalators. Au Japon, pour autant que je sache, les premiers escalators publics étaient à l'exposition de 1970. Et donc, il a été décidé que pour éviter de troubler les étrangers qui venaient voir l'exposition, eh bien, on se tiendrait à droite, comme les étrangers, sur les escalators. Parce que certains, les Américains entre autres, qui étaient le plus gros contingent, avaient l'habitude des escalators déjà quand même, et se mettaient à droite. Donc les Japonais de Osaka ont décidé que sur le site de l'expo, où c'était le seul endroit où il y avait des escalators à l'époque, eh bien on se mettrait, comme les Occidentaux, à droite. Le reste du Japon a vu ça et a dit non, fuck. Et puis ils ont décidé qu'on restait à gauche dans le reste du Japon. Donc c'est super amusant quand vous prenez en fait le train entre Osaka et Kyoto. Ça marche aussi pour Kobe et les autres, mais c'est sur Kyoto que moi je le vois le plus souvent et que c'est amusant en fait. Tout dépend de la... Enfin, le facteur principal, ça va être l'origine de la société de train. Donc quand on est sur les lignes privées, Hankyu et Keihan, tant que vous êtes dans le réseau Keihan ou Hankyu, vous allez marcher à droite dans les escaliers et dans les escalators. Et quand vous allez sortir de la gare de ces lignes privées, vous allez revenir à gauche. Donc entre autres, il y a un endroit où il y a vraiment on passe des escalators de la gare
à un escalator de building et on voit les gens qui sortent de droite sur l'escalator et à l'escalator suivant, ils passent à gauche. Par contre, si vous êtes sur la JR, à Osaka, vous êtes à droite. Pas tout le temps d'ailleurs, il y a des parties où c'est à gauche depuis la réforme. Enfin, il y a quand ils ont construit la grande nouvelle gare avec le grand toit, toute la partie haute a été refaite pour les escalators. Et là, on marche à gauche. Mais la partie basse, on marche à droite parce que ça n'a pas changé depuis les travaux. Et quand vous arrivez à Kyoto, à l'intérieur de la gare JR, vous marchez à gauche, comme partout. Donc ceux qui font le plus de résistance, on va dire, à la culture japonaise générale, c'est les compagnies privées Hankyu et Keihan. Faudrait que je mette la statistique sur Kintetsu aussi, parce qu'on a Kintetsu, pour voir de quoi. Mais je crois qu'ils sont plus Nagoya en fait, et je pense qu'ils sont à gauche comme les autres japonais. Donc voilà, c'était une décision volontaire, et c'est une partie de la culture spécifique d'Osaka qui commence à disparaître malheureusement. Donc voilà ce qu'il en est. Ensuite, j'en ai d'autres. On va passer sur des sujets totalement différents. Voyons. On va lancer ça. Considération totalement différente. Comment un Japonais va se désigner lui-même, va se pointer à lui-même quand il parle de lui, quand il se désigne. En gros, nous, si on parle de nous, si on doit renforcer le je, on va faire je suis. Voilà. On va mettre la main à la poitrine et on va souvent appuyer le je comme ça, quoi. D'accord ? On est d'accord ? C'est ce que nous, Européens, on fait le plus souvent. Pour se désigner, on va se mettre la main sur la poitrine. Ma question, ça va être comment les Japonais font pour se désigner. Alors, c'est pas Alewa, mais c'est Orewa. Alewa, c'est la chose là-bas. C'est autre chose. Alors, comment un Japonais se désigne-t-il lui-même ? J'ai oublié des morceaux dans la phrase, là dit. Oh là. 1. Il se pose la main sur le torse. Sur le torse, pas la torse. Oh mon Dieu. 2. Il se pose l'index sur le nez. 3. Il se pose le majeur sur le crâne. 4. Il se colle les 2 poings sur les joues comme dans TikTok. Donc ce que je vous propose, c'est ça, 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 ou alors ça. Ok. Salut Dani. Donc, oh là, maintenant, voilà, plus d'égalité. Grâce à Dani, maintenant, nous sommes sûrs de se départager. Alors, le dernier, je l'ai vu dans des mets de café. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça existe, hein, j'ai rien inventé en fait. Donc, oui, elle m'y met un chat, tout à fait. Les lurkers, etc. Est-ce que quelqu'un veut continuer, veut s'exprimer ? Je vous donne quelques secondes supplémentaires. Hop, on est passé. Allez, on peut couper pour ça. Donc, réponse majoritaire, il se pose l'index sur le nez et c'est la bonne réponse. En effet, un Japonais, s'il doit se désigner, c'est comme ça. D'accord. De manière très amusante, c'est quelque chose que j'ai appris dès mon arrivée, mon deuxième jour en fait, après mon arrivée. J'ai découvert ça. Parce que comme j'apprenais à former des gens en japonais, eh bien on apprenait. Non, c'est simplement que
c'est la façon de désigner la personne. C'est au niveau du nez que le point central en fait de la face. Et donc c'est comme ça qu'on se met. Et vraiment on m'a dit ça, ma première heure de formation pour enseigner au japonais, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, quand tu te présentes, quand tu veux faire passer le sens de je, eh ben tu te mets comme ça et voilà. Je m'appelle, je. J'ai fait ça pendant des années. Maintenant je le fais beaucoup moins. Parce que c'est un peu moins dur qu'avant au niveau des japonais. Mais voilà, on nous faisait faire le petit doigt sur le nez. J'ai trouvé ça chou. Ouais, c'est sympa comme truc, quoi. Et voilà. Et donc ça, c'est dans les mails café ou dans les trucs kawaii actuellement. Donc c'est le chat, oui, en effet. Et puis, donc par contre, le majeur sur le crâne, ça, c'était folklorique. Ça n'a aucune... La main sur le torse, c'est pas vraiment les japonais, c'est nous, en fait. C'est la façon là, c'est la nôtre de dire je. C'était pour brouiller les pistes aussi. Donc voilà. Ensuite, autre petite question dans un sujet encore totalement différent pour que chacun ait sa chance. Simplement là à l'écrit, est-ce que vous pouvez me dire quel est le plus long fleuve français et me dire quelle est sa longueur approximative au moins? Ouais, sans chercher sur Google quand même, non? Bah, de toute façon, si vous cherchez sur Google, je le saurais pas, hein. Techniquement, j'ai pas, voilà, je peux pas vérifier ce que vous faites. Ah, pas un petit reste de, c'est quoi? C'est collège, je pense. Un peu d'ASMR. Ouais, totalement français, c'est la Loire, oui. Et à votre avis, la longueur de la Loire, c'est combien à peu près? Le Rhin, le problème qu'il y a, c'est qu'il est dans de multiples pays, tandis que la Loire est entièrement en France. Alors, est-ce que vous avez une vague idée de la longueur de la Loire? Sinon, vous pouvez checker. Sur Google. 800 bornes, selon toi, Dany? Hop. 1006 selon Google, oui. Ensuite, le Rhône, 813, la Seine, 775, et la Garonne, c'est le plus court, c'est 500. Ça, c'est les fleuves. Après, on a les rivières. La Meuse, par exemple, est très longue, mais c'est une rivière. Donc, ma prochaine question est au niveau des fleuves japonais. Ma question est extrêmement simple. Quelle est la longueur du plus long fleuve japonais? Je vous donne pas le nom, comme ça vous pouvez pas googler facilement. C'était le calcul à vol d'oiseau. Ouais. Ah, sur la Loire, en vol d'oiseau, tu dois perdre plus que 200 bornes. Hein, parce que ça fait quand même un gros triangle. Donc l'hypoténuse, là, tu dois gagner plus que 200 bornes. Non, moi, je dirais plutôt sur 400 bornes plus court. Donc je vous donne pas le nom du fleuve japonais, mais je vous demande quelle est la longueur du plus long fleuve japonais. Les propositions sont numéro 1, 1154 km. Numéro 2, 995 km. Numéro 3, 737 km. Numéro 4, 571 km. Numéro 5, 367 km. Et numéro 6, 111 km. À votre avis, quelle est la longueur du plus long fleuve japonais? Là, c'est mieux de vous laisser aller sans Google.
Victor nous dit 367. Lady nous dit 571. Danny nous dit 737. Il n'y en a pas deux d'accord. Est-ce qu'on a des lurkers qui veulent s'ajouter pour tenter leur chance et remédier à cette égalité? Non, visiblement pas de lurkers. Est-ce que certains d'entre vous ont triché et regardé sur le net? C'est aussi important à savoir. Je me dis que le fleuve doit être plus court que la moitié de la largeur du Japon. Ok. Largeur du Japon, dans ce cas-là, tu aurais dû dire 111, non? Mais le Japon est très très long, ça pourrait descendre en diagonale entre les montagnes du centre, non? On va arrêter là, les gens ne participeront pas plus. Donc, nous avons ici une bonne réponse. La bonne réponse, c'est 367 km. Le plus long fleuve japonais, c'est 367 km. Il y a des vallées, mais qui en fait ne passent pas comme ça tout en longueur, en fait. Donc, j'ai préparé une petite carte. On va y venir. Je vire ça et je montre ça. Voilà. C'est la rivière Shinano, qui donc arrive à la ville, sur la ville à Niigata. Alors si je me souviens bien, ça doit être celle-ci à gauche, mais alors ils mettent rarement les noms correctement sur les trucs japonais en fait. Voilà, Shinano, la Shinano ici. Voilà, c'est écrit là. Donc ça finit à Niigata. C'est dans la partie centrale du Japon. Et en fait, ça descend le long de cette vallée ici. Là. Donc on voit que les vallées, elles sont en gros d'est en ouest. Elles ne sont pas vraiment du nord au sud en suivant la courbe. Les montagnes permettent pas ça. Donc le plus long, en gros, voilà, c'est cette vallée qui finit sur Niigata. Sachant qu'après, en fait, il y a beaucoup de fleuves qui ont des longueurs très proches. Le top 10, c'est ça? Attends, oui, que je vérifie. Le top 10, c'est 300 bornes, si je m'en souviens. Hop, il était où? J'ai un petit livre pour savoir tout ça, hein, c'est pas dans ma tête. Hein. Ah non, c'est pas. Ah non, je me trompe de truc. Ok, non, c'est les montagnes qui sont toutes. Les 10 premières montagnes qui sont tout au-delà de 3000. Les rivières, les 10 premières, ça va de 367, la plus longue, à dans le top 210 km. Donc ils ont des rivières qui sont très courtes comparées à nous. Ou des fleuves qui sont très courts. Voilà. Même tu demandes à un japonais, je suis pas sûr qu'un japonais sache et se souvienne que c'est Shinano. Ce que je vais faire, je vais faire un test live. Je vais choper un japonais et je vais lui demander. Lucas, viens là 2 secondes. Stop, reste tout est. Nihon no ichiban nagai no kawa. Dore? Tonegawa. Tonegawa. Réponse d'un japonais, Tonegawa. J'en ai sous la main, autant faire.
Je vérifie, 2 secondes. Bouge pas. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas prendre si tu te trompes. Tonegawa. 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 Ah, 322. Shinano wa 367. Maketa na. Maman ni kite. Hein, c'est ça, de l'interaction, de la vraie, voilà. Sachant que ma femme a une gueule de bois carabinée. Si déjà elle me donne le nom d'une rivière, on aura gagné un truc. Na, Zului, ouais. Réaction de ma femme, elle demande à Google. Donc, ouais. Shiranai, ok. Donc voilà. 2 japonais. Merci beaucoup. 2 japonais et 2 erreurs. Donc vous voyez, voilà. Les japonais sont pas forcément au courant. Donc la rivière Shinano. Hop. Et je peux cacher Maps de nouveau et remettre ça. Hop, on va le cacher. Donc en fait, ouais, les rivières sont moins impressionnantes au Japon. Elles ont un débit qui est très inconstant. Elles ont des niveaux très bas. Vraiment l'impression en fait, ils font des lits très très larges qui peuvent accueillir des grandes capacités de crues. Mais la plupart du temps, il y a très peu d'eau. Donc on a toujours l'impression que c'est vraiment une période de sécheresse. Et puis on se pointe après la saison des pluies ou après les typhons. Et là, vous voyez que le lit qui était vide à 90%, tout d'un coup, il est à ras-bord et la digue est sur le point de céder. C'est assez impressionnant de voir les variations. Les variations sont beaucoup plus massives que nous, qu'en France, parce qu'en fait, il y a très peu de bassins de retenue naturelle. En France, on a adopté on a laissé ou alors on a adopté des bassins de retenue naturelle pour les rivières, alors qu'au Japon, ils ont fait des lits d'énormes capacités, mais fixés en béton. Et voilà, il y a des limites. C'est pas la conséquence de la bétonisation, c'est un choix de bétonisation. Voilà, ils se sont dit, on va simplement sécuriser un lit vrai qui est aux dimensions des grosses crues. Et puis le reste du temps, ça va paraître très très vide. Mais c'est pas grave. Vous avez vu, quand on est passé sur la rivière pendant l'IRL, la rivière, elle n'avait pas l'air d'avoir un énorme débit, elle n'avait pas l'air d'avoir une grande profondeur, vu qu'on voyait le petit barrage à électricité. Donc voilà, c'est très étonnant. C'est pour ça qu'ils ont tous ces espaces, tous les terrains de baseball qui sont dans le lit de la rivière, hein, sur le côté intérieur des digues, parce que 90% du temps, en fait, c'est totalement libre, quoi. Oui, après, voilà, c'est nous, voilà, c'est encore intégré à la nature, et si on a quelqu'un qui a un impact sur la nature autour de la rivière, du coup, on en pâtit. Mais voilà. Donc, approche totalement différente entre les Japonais et nous. Ouais, nous, c'est vraiment saisonniel. C'est vraiment la saison des typhons qui est vraiment énorme. Donc, ça, j'ai fait. Sur quoi va être la prochaine question? Saisonnière plutôt que saisonnielle? Mais ouais. Moi, je dirais saisonnière. Saisonnale, je pense pas. Non. De pire en pire, oui. Oh. Voilà, on va dire que c'est l'autocorrect qui a ça. Après ça, j'ai fait une petite, j'ai fait 4 questions qui sont sur le même sujet. Ah non, une question agricole, puis après j'ai des questions de pêche. Alors, une petite question agricole pour avoir un sujet complètement différent une fois de plus. Alors, comment vous dire?
En fait, voilà, comme j'ai une grosse bibliothèque, je suis allé piocher dans ma bibliothèque. Et donc, j'ai un bouquin de publication de statistiques du Japon 2019. Il faudra que je me procure les dernières versions. Et donc, je suis allé choper des infos là-dedans. J'en ai encore un bon petit paquet, hein. Voilà. Et en plus, il se vend qu'il a une grosse biblio. Oui. Si tu voyais ma grosse bibliothèque. Non, mais j'ai des bouquins, même mes collègues guides japonais achèteraient pas ces bouquins-là, quoi. Enfin, tu vois, j'adore la documentation, donc. Et puis je cherche des trucs. Donc, par exemple, ce bouquin-là sur les photos de Osaka, c'est une édition limitée. Voilà, je l'ai précommandé et tout, je l'ai récupéré le jour de la sortie. J'ai très peu de collègues qui savaient que ça existait et qui l'ont acheté. Collègues même japonais, je veux dire, hein, voilà. C'est l'ouvrage pour vieux passionnés d'histoire. Et voilà, moi je l'ai trouvé et me suis procuré. Je suis à ce stade-là de la documentation. Donc, prochaine question, nous passons sur le domaine agricole. Et je vais vous proposer simplement une petite question assez simple. Voilà. La question, ça va être, quelle production agricole, dans une liste que je vais vous fournir, a augmenté au Japon entre 2010 et 2015 ? Sous-entendant que les autres propositions ont toutes diminué. D'accord ? La seule qui a augmenté parmi les quatre, sachant donc que les trois autres, vu qu'il y en a quatre, sachant que les trois autres donc auront diminué sur la même période. Donc, nous y voici. Quelle production agricole a augmenté au Japon entre 2010 et 2015 ? Le riz, les patates douces, les oignons et les tomates. Laquelle de ces productions, dans un pays qui est dit importer la plus grande partie de son alimentation, laquelle de ces productions donc a augmenté entre 2010 et 2015 ? Le riz. Réponse de Lady sur le riz. Victor nous dit les patates douces. Dany nous dit les patates douces aussi. Avons-nous des lurkers qui veulent se lancer dans la compétition ? Est-ce que nous avons des gens de passage qui voudraient tenter leur chance ? Ouais. La récolte aussi est plus facile sur la patate que sur le riz. Ouais. Pas de leur cœur, alors nous allons fermer le vote. Nous avons donc une majorité qui nous dit les patates douces. Eh bien, non. La seule des quatre qui a augmenté de 2010 à 2015, c'est les oignons. Le riz a perdu 1/10 de production sur la période. Les patates douces sur la période ont perdu presque 10% aussi. Et les tomates sur la période ont perdu... où est-ce que j'ai mis les tomates ? Alors, voilà, les tomates ont perdu fort peu. On est sur du 1% de perte. 2% presque. Voilà. Tandis que les oignons ont gagné 20% en production. On a
les problèmes climatiques, les pertes de production dues aux accidents climatiques et les réorientations de production. On a un certain abandon de... Ouais, les oignons, bah, les Japonais mangent des oignons comme un légume, c'est un légume officiel ici. On a beaucoup de plats où le seul légume c'est l'oignon, hein. Le riz donc est plutôt abandonné à cause de la désertification rurale. On a beaucoup de vieux paysans qui vont arrêter le riz, qui vont passer à autre chose parce que le riz va être trop difficile à faire. Ça va leur demander trop de main-d'œuvre personnelle. Ils sont plus capables de passer les heures baissées dans les rizières. Et donc des cultures qui sont plus potagères en fait, sur les oignons, etc. Les oignons, ça se travaille un peu plus en hauteur, et ce genre de choses. Donc ils se réorientent plutôt vers ce genre de production-là. Donc le riz, oui, baisse très importante sur la période. C'est assez surprenant. Le Japon est traumatisé régulièrement quand il se retrouve à devoir importer du riz étranger. Le pire ayant été 2007, la crise du riz. Les Japonais ont vraiment eu très très peur à ce moment-là. Donc il est possible que là, en fait, les chiffres hauts de 2010 soit dû à la réaction à la crise de 2007. Ils ont dû étendre la production davantage. Et puis après, en 2011, il faut voir qu'on a Fukushima. Et la zone de Fukushima est une grosse productrice de riz. Donc on a perdu ça en sec en 2011. Et sur 2012, ils sont repartis sur des bases plus faibles que l'année d'avant, quoi. Donc voilà. Il y a aussi ça comme explication. Donc ça, c'était pour parler fruits et légumes. Après ça, donc, je vais vous parler pêche. On va s'intéresser un peu à la poiscaille. On va faire beaucoup plus simple. Vous allez avoir des chances 50-50. Ah, le Japon est incapable d'exporter, hein. Le Japon consomme tout ce qu'il produit. Et en plus, ils importent énormément, hein. Le Japon, je sais plus, j'ai pas le chiffre là, il faut que je le calcule. Mais le Japon n'est pas du tout autonome au point de vue nourriture. Il importe une très grosse partie de sa nourriture. La seule chose qu'ils exportent sur des petits domaines, donc par exemple sur le bœuf, ils exportent sur l'Indonésie parce qu'ils ont trouvé le moyen de faire du bœuf halal. Mais voilà, c'est des tout petites choses. Et donc c'est aussi pour ça que les légumes sont très chers, oui bien sûr. Les légumes sont chers parce qu'on est quand même sur des quantités qui sont moindres. Et puis en fait c'est une production un peu plus artisanale, avec plus de main d'œuvre, et donc ça coûte plus cher. Les fruits sont extrêmement chers parce que c'est une production qui est vraiment très labor intensive, qui utilise beaucoup de force manuelle. Voilà, certains produits avec très forte valeur ajoutée, oui, ou alors avec volonté politique, peuvent être exportés. Mais voilà, de base, l'économie japonaise a plutôt tendance à importer largement de la nourriture et non pas l'exporter. Et donc le Japon est très connu pour donc sa cuisine de poisson, ses poissons, sa pêche. Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs questions sur le riz japonais que j'achète et produit en Italie. Après, c'est la race japonaise qui a été transplantée, ouais. Donc c'est legit, on va dire. Donc, vu que la pêche, le poisson est important au Japon, j'ai fait une petite série, 3 questions pêche, mais j'ai décidé d'être gentil avec vous et on va être sur du vrai ou faux. Donc là, vous allez avoir une chance sur 2, hein. Alors, première statistique à vérifier. La pêche des sardines est passée de 196 000 tonnes en 2014 à 500 000 tonnes en 2017. Est-ce vrai ou bien est-ce faux ?
Donc en 3 ans, passer de 196 à 500. Oui, ils mangent des sardines, oui, bien sûr. Iwashi, ils en mangent beaucoup. Donc, Danny et Victor, faux. Lady Greeny, vrai. Complètement au hasard, d'accord. Non, à cause des Chinois qui piquent leurs réserves de pêche. Très bonne tentative de réflexion, une situation argumentée, c'est bien. Là, on est sur de la pêche marine, pas d'aquaculture. Pêche en haute mer. Pas de leur cœur, personne qui veut donner son avis. Non. Allez, on j'attends de passer la barre des 2 minutes. Ah, voilà, elle est passée. Donc, alors pour voir la place dans l'alimentation, on peut déjà regarder par rapport à la population. 128 millions d'habitants au Japon, au max. Hein. Après, maintenant, ça a tendance à baisser, mais on va prendre le chiffre le plus intéressant pour des calculs chelous. 128 millions d'habitants. Et on a donc 196 000 tonnes, donc ça veut dire 196 millions de sardines en 2014. Donc, ça nous amène à environ un peu plus d'1 kilo de sardines par japonais en 2014. Et on passe plutôt à 3,5 kg en 2017. En un an. 500 000 tonnes en 2017, ça voudrait dire en moyenne 3,5 kg un peu moins, entre 3 et 3,5 kg de sardines par habitant chaque année. Donc ce serait passé de 2 barbecues à 6. Oui, oui, ça peut se voir comme ça, tout à fait, oui. Barbecue. Et donc, la bonne réponse est oui, c'est vrai. Il y a eu une augmentation, c'est l'augmentation la plus forte du truc. 196 000 à 500 000 tonnes par an. Sachant que la progression 2017, c'est pas la seule année, c'est pas la dernière année que j'ai. Et donc en 2018, la progression continuait. Il y a quand même un gros gap entre 2016 et 2017, parce qu'entre 2016 et 2017, on passe de 378 à 500. Donc là, tout d'un coup, il y a eu un gros jump quand même. Mais on est sur une tendance, vraiment une explosion de la sardine. C'est la seule qui explose. Il n'y a que les sardines qui explosent. Le reste, c'est stable ou en légère baisse. Et malheureusement, j'ai pas l'explication. J'ai pas eu le temps de préparer, donc ça va être des recherches qui vont prendre beaucoup plus de temps pour savoir pourquoi. Donc pour aujourd'hui, on va juste se contenter de remarquer le phénomène. Je peux faire une recherche en anglais pour voir si on aurait une réponse. Why does the fishery of sardines expand in Japan? Article du Japan Times. Ah, mais je peux pas le lire, il est protégé. Et j'avais pas la date. 2020, un article de 2020, ok.
Donc là, le Japan Times en 2020, l'année dernière, se demandait si la sardine allait être le nouveau fromage, le nouveau poisson de l'automne japonais, remplaçant donc l'anguille. Tu peux ici nippon.com, qu'est-ce qu'ils racontent eux? Construire un futur pour la pêche japonaise. Ça montre que les catchs sont en baisse. Ah oui, disons. National Catch Volume, blablabla. La proportion de. Les niveaux de pêche japonais sont en chute libre. Et en effet, ils passent de quota à du contrôle de surpêche. Mais il n'y a rien qui parle de la sardine en particulier. C'est peut-être le réalignement des zones de pêche en fait. C'est possible. Mais j'ai pas d'infos là. Faudra attendre que je fasse des recherches plus précises sur la question. Pour le moment, j'ai juste la petite info qui nous dit que voilà, on a là quelque chose à remarquer et à réfléchir. Donc ça, c'était la première question qui était au sujet de la sardine. Le Japon est connu pour nous faire manger du thon, n'est-ce pas? Le thon est réputé, les sushis au thon sont les sushis préférés. Donc j'ai une question sur le thon. Extrêmement simple également. La pêche au thon est passée de 190 000 tonnes en 2014 à 159 000 tonnes en 2018. Vrai ou faux? Donc ça a baissé, si on tire la conclusion de ce que j'ai dit plus tôt. Maintenant, est-ce que ça a baissé dans ces proportions-là? C'est la vraie question. Lady Greeny nous dit 1. Ok. Dany, si tu es encore là, qu'est-ce que tu en penses? Je laisse un peu plus de temps à Dany qui s'est peut-être écarté de l'écran pour de mauvaises raisons, c'est sûr. 20% de baisse, oui, ça serait de 190 à 159. C'est 31 000. Bon, Dany n'est pas là pour le moment, donc on va s'arrêter là. Vous avez dit tous les deux vrai, et vous avez raison. La quantité de thon donc pêché en eau libre, en pêche en haute mer, est passée de 190 000 tonnes en 2014 à 190 en 2015, stable, tombé à 168 en 2016, resté à 169 en 2017 et retombé un petit peu à 159 en 2018. Donc voilà, le thon qu'on mange, pourtant on en voit partout tout le temps, eh bien est en chute libre quasiment. La taille entre autres des thons a diminué de manière vraiment apocalyptique. Les thons sont un tiers plus petits qu'il y a 20 ans. Parce qu'en fait, ils sont plus jeunes.
Ils ont plus les vieux thons, les vieux gros thons, et voilà. Euh, c'est la même race, mais c'est pas le même poisson. C'est deux poissons différents, mais c'est dans la même race de poissons. C'est deux cousins, le thon et la bonite. Donc voilà, c'est ce qui se passe pour le thon. Donc c'est très surprenant qu'on voit encore autant de thon parce que on a toutes ces informations au sujet de l'évolution de la pêche du thon, la taille qui diminue, le nombre de prises qui diminue, et sur le poids total. Oui, parce que comme c'est la même race, en fait, la race générale, on peut l'appeler thon, et donc ça peut qualifier la bonite ou le, ou le thon lui-même. Mais en fait, c'est deux poissons différents. Il y a des différences notables. Donc voilà, ça c'est pour les poissons. Mais les Japonais ne mangent pas que les poissons. Donc je vous propose une petite question calamar. À votre avis, au niveau des calamars, la pêche de calamar est passée de 210 000 tonnes en 2014 à 1 million de tonnes en 2018. Augmentation de beaucoup, multiplié par 5. Oui, presque x 5. Est-ce que vous pensez que les Japonais se seront tout d'un coup tournés vers le calamar en disant il n'y a plus de poissons, mais toi tu traînes encore là à bouffer des crevettes, donc on va te surexploiter? On laisse une petite minute à Dany s'il est encore là ou s'il est revenu pour s'exprimer sur la question. Tu as halluciné sur le calamar? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait le calamar espagnol? Il y en avait des tonnes? Congelés en forme de briques. Il les coupe, il les ouvre et puis il les aplatissent en briques. Oui. Oh mon Dieu. Mais oui, il y a des grosses quantités qui se baladent. Le calamar, c'est quand même qu'un truc. En plus, ça atteint une taille adulte assez rapidement, visiblement. Donc, là, sachant que ma question, elle est sur pêche en haute mer. Hein, elle n'est pas sur élevage en plein eau ou en piscine. On est sur vraiment la pêche en mer. J'aime bien que les sœurs du carton les posent sur la glace. Bah, ouais. Mais au Japon aussi, le calamar, ça s'achète beaucoup en surgelé au supermarché. Bah, de toute façon, tous les poissons sont congelés sur le retour. Hein. Une fois qu'ils sont pêchés, ils sont congelés immédiatement. Ils sont ramenés congelés. Tous les thons qui arrivent dans les ringis japonais, c'est des thons congelés. Et ils sont ensuite dégelés et servis frais. Mais ils passent tous par un stade de congélation, de toute façon. Hein. Ok, on a passé les 2 minutes. Dany n'est plus là. Donc, nous fermons le poll. Et vous avez dit faux tous les deux. Et vous avez eu raison. Ouais, mais en Suisse, avoir une poissonnerie, c'est plus chaud quand même. Hein. À moins d'aller avec sa canne à pêche au milieu du lac Léman, tu vois, c'est dur quand même. Vous êtes un peu loin de la mer hein, quand même en Suisse. Plus dans le lac Léman, je sais pas s'il y a des tonnes de poissons. Quoi, hein. Il doit y avoir 3 poiscailles qui se battent en duel. Tu vois, j'aurais pas confiance. Tu peux pêcher des Rolex d'eau douce. Mais non, ça c'est le lac d'Annecy, les Rolex. Alors, en effet, vous aviez raison, c'est faux. La pêche de calamar s'est effondrée également comme les poissons. On est passé de 210 000 tonnes, le chiffre de départ était bon, à 81 000 tonnes.
Celui-là, je vous l'écris pour le plaisir. La pêche de calamar s'est effondrée. Bah, je pense que c'est un manque de... C'est la surpêche, je pense. Là, j'ai que les statistiques, j'ai pas les... J'ai pas les... J'ai pas les explications. J'ai pas eu le temps de pousser jusqu'à ce niveau-là encore pour ce test d'aujourd'hui. Mais vu que tu poses des questions, je me préparerai mieux pour la prochaine fois. Je vais juste jeter un œil. Why is squid less fished in Japan? Ouais, visiblement c'est un problème de population des calamars. Les températures, la surpêche et des problèmes de régulation qui ont complètement dépeuplé les populations, qui ont complètement dépeuplé le calamar. Et c'est une crise économique en fait des villes qui étaient spécialisées dans le calamar. Japan Times, il faudra que je m'abonne parce que je peux pas voir les articles et bon, ça m'embête. Donc voilà, c'est pas Godzilla qui a tout bouffé. Surpêche, pollution, destruction du phytoplancton par le réchauffement, ouais, plastique dans les océans, voilà. Montée de la température, visiblement, ça joue beaucoup pour les calamars. Voilà. Ensuite, pour faire un sujet... Oui, tiens, ce sujet, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire à ce sujet, Victor ? Je me demande ce que va donner les munitions de merde que l'on a balancées en mer à la sortie de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est surtout tout ce qui est chimique, armes chimiques jetées à l'eau, qui pourraient nous poser des problèmes. Les munitions normales, à la rigueur, une pollution au plomb, mais pas plus. Les munitions chimiques, ouais, ça promet des trucs. Si ça remonte à la surface, on risque d'avoir des surprises sur des bateaux de plaisance qui passent par là. C'est clair. Alors, ensuite, j'ai préparé un sujet un peu plus lourd que la pêche. Je me suis dit qu'on pouvait se pencher un petit peu. Bah, 2 questions, hein, surtout. Voilà. Sur le nucléaire. Étant donné la catastrophe de Fukushima, voilà, le nucléaire est quand même une préoccupation par rapport au Japon. Donc j'ai préparé 2 petites questions qui sont sur le sujet lourd, mais qui ne sont pas lourdes en elles-mêmes. Ben c'est simple, ce sont les planctons dans les océans et les lacs qui nous fournissent l'oxygène aux 3/4. Oui, et ben ils vont se sentir moins bien là bientôt. C'est clair. Alors, j'ai pas voulu pousser le bouchon. Hein. Ma question sur le nucléaire, c'est une question vrai ou faux. Voilà, vous paniquez pas. Oui, les Français sont très calés sur le nucléaire avec les nuages magiques, donc voilà, pourquoi on peut se permettre. Alors ma question est extrêmement simple. Le nucléaire représentait 3,1% de la production d'électricité du Japon en 2017. Vrai ou faux ? Prenez en compte le fait que, après la catastrophe de Fukushima, on nous a dit que le Japon fermait toutes les centrales. Victor s'est précipité sur le 2 pour nous dire faux. Que va nous dire Lady sur la question 2 également faux? Est-ce qu'il y a des lurkers ou bien est-ce que Danny est de retour?
pas d'autres votes. On va s'arrêter là dans ce cas pour ce poll, pour ce sondage. Vous me dites donc tous les deux faux. Quelle serait votre estimation alors? Beaucoup plus ou beaucoup moins? Vous iriez dans quelle direction pour corriger ce chiffre? « 50-80% en 2017, d'accord. Un peu plus de la part de Lady, d'accord. Eh bien, ce chiffre est correct. Selon les statistiques officielles, l'INSEE japonais, eh bien, la production d'électricité était due à 3,1% au nucléaire au Japon en 2017. Production thermique, 85,5%. Gaz et pétrole. Hydraulique, 8,9%. Nucléaire, 3,1%. Et autres, 2,4%. En 2010, avant Fukushima, donc au moment où on était à Donf, d'accord. Oui, c'est thermique au sens de fossile. Voilà. C'est des centrales thermiques. 2010, avant la catastrophe, on était à 66% en fossile, 7,8% en hydraulique, 25% en nucléaire, et c'était en baisse à l'époque, et 0,6% en autres sources. Donc on est passé de 25 en 2010 avant la catastrophe à 0,9 en 2015, et là maintenant on est remonté à 3. Donc c'est très 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 faible. Ok. 2 secondes, j'ai un petit truc à faire. Voilà. Hop, je suis de retour. Donc, voilà. Gros changement, de 25% à 3%, mais là on est sur la remontée. Pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. J'ai même après, au niveau du truc, j'ai... ah non, ça c'est le gaz, c'est pas pour la production d'électricité, donc j'ai pas le détail de ça. Ok. Et ma deuxième question sur le nucléaire, en fait, je viens de la tuer en vous parlant. Je suis bête. Ma deuxième question, c'était sur le chiffre de 2010 que je viens de vous donner. Dommage. Du coup, on va arriver à la dernière question du jour, parce que ça fait déjà quand même 1h30 qu'on en est là. Et donc, on va arriver sur la dernière question. Après ça, j'ai encore une petite section de photos pour rigoler. Histoire de finir sur une note joyeuse, voilà. Dernière question. Au Japon, ce qui est connu, c'est le train. On est d'accord que vraiment, le train, c'est quelque chose de massif au Japon. C'est légendaire, le train japonais est légendaire. Donc, une petite question sur le sujet. Quelque chose d'extrêmement simple, d'accord. Et je m'aperçois que j'ai perdu une question que j'avais préparée. Pourquoi? J'ai peut-être dépassé les capacités du système. Ok, à noter. Donc, ma dernière question, qui est au sujet du train, est la suivante. En 2017, quelle était la part du rail dans les transports de passagers au Japon? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90%.
Je suis pas sûr qu'ils aient retenu la leçon. Non, j'ai un gros doute sur la question. Parce qu'ils essayent de réouvrir les centrales les plus anciennes et de prolonger leur durée de vie. Donc, je doute. Donc, quelle était la part du rail dans le transport de passagers au Japon en 2017? Donc, sur tous les gens qui ont voyagé au Japon en 2017, quelle est la part qui est passée par le transport ferroviaire, par le train? Donc, vous me dites soit 70, soit 80. En 2017, est-ce qu'il y a des lurkers qui veulent donner leur avis? Est-ce que Dany est de retour et veut donner son avis? Je laisse quelques secondes de plus à ceux qui le veulent pour réagir. C'est comme les DLC et les DLIO, ouais. Et bah, ouais, mais comment tu sais en fait comment ça a été traité en fait? C'est ça le problème, c'est que comme c'est des informations qui sont corporate privées, voilà quoi. C'est dur à juger. Et en France, oui, ça se voit, puisque ils sont pas capables d'en construire des nouvelles. Ça veut dire qu'ils ont perdu de l'expertise. Donc, bah voilà, ça permet pas d'être optimiste sur la question. Alors, je clos le vote. Vous avez dit 70 ou 80. Vous êtes assez proches de la réponse tous les deux, puisque la réponse est entre les deux. Elle est à 72,3%. 72,3% en 2017. En augmentation par rapport à 2007. 2007, on était à 70% et en 2017, on est passé à 72%. Le rail a bouffé principalement la voiture. Voilà. L'avion a augmenté un petit peu, mais moins que le train. 72,3. Donc c'est plus 70 que 80 quand même. Hein. Oui, les voitures, après, c'est tout ce qui est, les voitures, c'est le routier, c'est l'espace que ça utilise et les parkings, etc. Plus la pollution. Donc voilà, la prochaine fois, nous ferons peut-être une question sur le transport de fret et savoir si la part est la même au niveau du fret. Tu as calculé quoi? Tokyo-Kyoto, 10-15 heures en bagnole. Non, 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 non. Ah mais pourquoi tu passerais par Osaka? Osaka c'est plus bas que Kyoto. Ah non, non, tu passes pas par Osaka, c'est un détour. C'est faire Paris-Bordeaux en passant par Clermont-Ferrand, quoi. Enfin, non, non, non. Non, non, faut pas que tu... Attends que je retrouve ma carte. Maps, là. Hop, si on recule, si on ouvre ça, là, que je me mets en montrer la carte réelle, voilà. Si je vais à Tokyo, je prends les directions, je pars de Kyoto. Hop, en voiture. Voilà, non,
Google te calcule un temps de voyage entre 5h30 et 6h30. Alors j'ai abusé sur ma comparaison de Clermont-Ferrand, mais tu vois, Kyoto est au nord d'Osaka, donc c'est plus proche de Tokyo que nous, hein, que Osaka. Donc il n'y a aucun intérêt à passer par Osaka pour faire le transport. Par contre, ça peut être plus rapide à Osaka, c'est possible par contre. Si je fais Tokyo en partant de Osaka, il est possible que le trajet soit plus court techniquement. Et non, parce que ça passe par Kyoto en fait, sur le sud de Kyoto. Je pensais que ça passait là au milieu, mais non. Donc voilà quoi. Bon, non, pas 10-15 heures. Hein. On va dire 7 heures, 7 heures avec une route pas top top. Voilà, pour finir ce petit festival, je voulais parler un peu chaussures, parce que le Japon, c'est le pays de la chaussure. Euh, ça me refait quand j'ai des considérations sur les chaussures dans ce pays. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est deux paires que j'ai vues cette année que j'ai trouvées fantastiques. Oui, je saute un peu du coq à l'âne, mais voilà, par les chaussures. Regardez-moi ces jolis mocassins transformés en mules, fourrés avec du renard. Non, je sais pas si, avec du lapin. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que Victor, tu ne rêves pas de te balader au boulot avec des chaussures comme ça? Mince, c'est lequel? C'est ici. Juste le remonte. Est-ce que je peux le remonter un peu pour... Non, il veut pas. Et avec les pieds qui puent en plus. Alors les Japonais ont les pieds secs en fait, donc ils puent peu comparé à nous en fait. Voilà. Et après il y a une photo que j'ai pas mis en update, on regardera ça pour une autre jour, mais je suis tombé sur une paire de chaussures fourrure rose qui valait le coup là récemment. Mais ce sera pour une autre fois, faut pas abuser des bonnes choses. Et l'autre truc, c'est ça. Lady, je sens que tu es du genre à aimer les talons aiguilles. Et qu'est-ce que tu dirais de te payer ces chaussures-là avec au moins 4 pointures de trop? Donc c'est une professionnelle de la nuit. Hein. On peut pas marcher de manière sexy ou même en fait humaine avec des chaussures de cette taille-là qui tombent. Elle traînait les talons par terre. J'avais mal pour les chaussures tellement ça traînait quoi. Fantastique. C'est, je sais pas comment en fait décrire le truc quoi. C'est une vision à la bonne hauteur, cambrure en place, un peu grande pour elle, largement trop grande. Donc à vue de nez, en fait, je pense que c'est des Louboutins. Elle rêvait de Louboutin, mais elle les a achetés d'occasion. Et il n'y avait pas sa taille, et s'est dit c'est pas grave, c'est le Louboutin qui est important, pas la taille. Et donc elle se baladait avec ça au pied. La gonzesse s'est demandé pourquoi j'étais pété de rire derrière elle, en fait. Mais j'en pouvais plus, quoi, quand j'ai vu ça. Je cherchais des photos comme ça. De temps en temps, ça me prend. Et des fois, tu trouves des perles, mais de fou, quoi. C'est fantastique, non? Les Japonaises ont toujours des problèmes aux pieds, les chaussures qui les abîment. Vraiment les tendons irrités, voire même coupés à cause des chaussures, etc. C'est très très courant dans les chaussures féminines ici. Je pense pas qu'elle le regrettait, hein. Elle était au boulot avec. Non, non, c'était un choix. Une approche particulière de la chaussure, on va dire.
Elle doit saigner des pieds le soir, oui, oui, oui. Toutes, de toute façon. C'est vraiment... Bah, si en fait ils connaissent... Oh, pardon. Je pense qu'ils connaissent leur taille parce que ici les tailles c'est en centimètres. Donc c'est vachement facile à voir, à calculer, à reconnaître. Donc je pense pas que c'est vraiment une ignorance de leur taille. C'est vraiment une volonté, une vraie volonté de ne pas en tenir compte parce qu'il y a autre chose de plus important selon eux en fait. Ça me paraît être davantage ça. Donc voilà, c'était ce dont... Ouh là, pourquoi j'ai ce truc là qui apparaît ici? Va-t'en vilain. Voilà les petites choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci beaucoup à ceux qui ont simplement regardé de loin. Merci. N'hésitez pas à participer la prochaine fois. Si l'interactivité était cool, c'est parfait. C'était le but recherché. On va peaufiner ça pour les prochaines fois. Mais je pense que c'est une bonne approche pour les lives à la maison. Passez une bonne journée et je vous dis à demain en IRL. Salut!